Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à Droite Cité. Il y aura du monde et du beau monde demain à Genève pour soutenir le lancement officiel de l'initiative de Genève. Plus de 700 personnes sont attendues, dont 200 Palestiniens, 200 Israéliens, c'est en tout cas ce qu'on le disait jusqu'à il y a peu, ainsi que des personnalités marquantes telles que Jimmy Carter, Mario Soares ou Helmut Schmidt. Tous sont convaincus que ce nouveau plan de paix est porteur d'espoir. L'initiative de Genève, il faut savoir, a été négociée pendant environ 2 ans dans une quasi-clandestinité, sans mandat officiel, par des Israéliens et des Palestiniens qui sont déterminés à mettre fin à des années de violence. Et toutes ces négociations, ces 2 dernières années, vous le savez, ont été faites aussi avec le soutien logistique, l'appui logistique et financier de la Suisse. Mais tout n'est pas si simple, puisque tant du côté palestinien qu'israélien, cette initiative de Genève suscite soit de l'incrédulité, voire des critiques parfois virulentes. L'initiative de Genève serait par exemple injuste, inapplicable, voire carrément dangereuse. Alors, pourquoi ? Il faut bien le dire, l'initiative de Genève propose des compromis sur des questions épineuses comme Jérusalem, le sort des réfugiés palestiniens ou encore des colonies. Qui est prêt à accepter ces compromis ? Qui ne l'est pas ? Nous allons en débattre aujourd'hui avec mes invités que je vous présente tout de suite. Les uns sont favorables à cette initiative de Genève. Monsieur le rabbin François Garay. À ses côtés, Pierre Allan, qui a été l'un des tout premiers facilitateurs suisses. Monsieur Anis Al-Kouak, délégué général de la Palestine en Suisse. Face à vous, messieurs, Izi Lévi-Mazloum, vous représentez en Suisse le Likoud. Likoud, c'est le parti d'Ariel Sharon, qu'on connaît le mieux. À vos côtés, monsieur André Zolti, membre de la communauté israélite orthodoxe de Genève. Et monsieur Aouni Hamed, qui est membre de l'association des Palestiniens en Suisse. Et il y aura également d'autres personnes dans notre public que je vous présenterai au fur et à mesure de leurs interventions. Quant à vos questions et vos remarques, bien sûr, elles nous intéressent énormément, comme toujours. Aujourd'hui, c'est Sophie Lagrange qui sera votre porte-parole. Bonjour Sophie. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Alors ici, nous sommes prêts à prendre note de toutes les questions et remarques que le sujet d'aujourd'hui vous suggère. Vous pouvez nous téléphoner au 022 320 64 11 ou bien nous envoyer un courrier électronique à l'adresse ddc@dsr.ch. À tout de suite, Sophie. Alors, cette initiative de Genève peut-elle vraiment ouvrir la voie vers une paix durable entre Israéliens et Palestiniens ? Certains en rêvent, d'autres n'y croient pas du tout. Pour en discuter en connaissance de cause, je vous rappelle une chose d'abord, c'est que cette initiative de Genève n'engage ni l'autorité palestinienne ni le gouvernement israélien. Pour bien la comprendre, cette initiative de Genève, je vous propose tout d'abord quelques explications en images signées Marc Julmy. Point de départ de l'initiative de Genève, la création à côté d'Israël d'un État palestinien souverain et reconnu par ses voisins. En contrepartie, on enterre le fameux contentieux israélo-arabe. Le projet d'accord prévoit ainsi l'établissement d'une paix définitive entre l'État juif et ses voisins. Les frontières du futur État palestinien suivent à quelques exceptions près la fameuse ligne verte, soit la frontière en vigueur en 1967, juste avant la guerre des 6 jours. Les exceptions concernent surtout 2 points très sensibles, les colonies juives et Jérusalem, pour lesquelles des compromis ont été trouvés. Ainsi, la plupart des colonies de peuplement de Cisjordanie et de Gaza devront être démantelées. Certaines subsisteront pourtant grâce à des échanges territoriaux qui permettront à Israël de gagner plusieurs bandes de terrain, figurées ici en rose, par rapport aux frontières de 1967. En contrepartie, l'État palestinien récupérera des zones sur ces bandes figurées en jaune en territoire israélien. Plusieurs grandes colonies juives proches de Jérusalem subsisteront enclavées dans le futur État. Enfin, un corridor routier reliera la Cisjordanie et la bande de Gaza. La ville symbole de Jérusalem sera partagée et deviendra la capitale de chacun des 2 États. Le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme où se trouve aujourd'hui l'esplanade des mosquées, sera placé sous souveraineté palestinienne, mais l'accès du site sera garanti à toutes les communautés. Le mur des lamentations, en revanche, restera sous souveraineté israélienne.
Autre point de litige, le droit au retour en Israël des réfugiés palestiniens. L'accord prévoit qu'ils y renoncent définitivement en échange de compensations financières. Celles-ci seront calculées en fonction des recommandations d'un panel d'experts reconnus par les deux parties. Un point fondamental en matière de sécurité, le futur État sera démilitarisé. En clair, la détention d'armes y sera strictement limitée aux membres de la force palestinienne, ce qui implique le désarmement de toutes les organisations radicales ou terroristes. Enfin, le contrôle de l'application des accords de paix reviendra à une force internationale qui sera notamment déployée à Jérusalem, de même que sur les frontières du nouvel État. Voilà un plan donc extrêmement détaillé, plus que tout autre plan précédent. Avant d'entrer dans les détails de certains points clés, quelques questions quand même d'ordre plus général. Je commence avec vous, Monsieur Izi Levi Mazloum. Donc je rappelle que vous représentez le Likoud ici. Au fond, vous vous êtes opposé à ce plan. Vous me disiez, en préparant cette émission, il ne va pas dans le sens de la paix. Mais quand vous voyez ou vous entendez que Jimmy Carter, prix Nobel de la paix, le soutient, que même Nelson Mandela, par exemple, que la France, la Grande-Bretagne le soutiennent, qu'est-ce que vous dites? Tous ces gens-là se fourvoient, ils n'ont rien compris? Écoutez, beaucoup de gens veulent la paix. C'est très bien de vouloir la paix. C'est très bien d'avoir de l'espoir. Le Likoud veut la paix. Le Likoud a fait la paix avec l'Égypte. Le Likoud a lancé des discussions sur la feuille de route avec les Palestiniens. Donc, il est tout à fait normal de vouloir la paix. Mais j'estime que cette initiative est néfaste pour les raisons suivantes. Ce genre d'accord ne peut pas être passé entre des particuliers, sinon ce n'est pas sérieux, c'est du monopoly. Seuls des gouvernements peuvent conclure ce genre d'accord. Ce n'est pas encore un accord. Hein, enfin, ce genre d'initiative, ces discussions ne peuvent être faites qu'entre gouvernements. S'il s'agit de particuliers, ce n'est pas très sérieux. Cette initiative va rendre malheureusement la paix beaucoup plus difficile. Elle va compliquer les choses. Cette initiative est dangereuse parce que, contrairement à tout ce que l'on dit, elle n'apporte aucune solution ni au problème du terrorisme, ni au problème des réfugiés. Cette initiative est également très dangereuse parce qu'elle brade les intérêts historiques, nationaux et religieux du peuple juif. Et je dois même dire que cette initiative est raciste puisqu'elle demande que des territoires soient vidés finalement de leur population juive. Elle demande que ces territoires deviennent Judenrein. Et enfin, elle compromet les bonnes relations entre la Suisse et Israël. Alors nous reviendrons sur tous ces points, mais il y a quand même une chose qui est importante. D'abord, je précise que nous avions invité l'ambassadeur d'Israël en Suisse à venir participer à ce débat, qu'il a refusé, estimant que cette initiative de Genève créant tellement de remous en Israël, il ne serait pas libre de parole. Alors pour vous répondre, Monsieur Mazloum, nous avons Monsieur Al-Kak avec nous, qui est délégué général de la Palestine, qui est représentant de l'autorité palestinienne ici. Quand vous entendez dire, vous qui êtes favorable à cette initiative, même si elle n'engage pas votre autorité, quand vous entendez dire qu'elle n'apportera aucune réponse au terrorisme, qui est un problème majeur aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien, en fait, ce qu'il dit confirme exactement ce que dit le gouvernement israélien, parce que le gouvernement israélien, le Likoud, malheureusement, n'a que le choix entre la guerre et l'oppression et les tueries. Mais il n'y a pas de plan de paix de la part de Sharon, donc en fait c'est le gouvernement le plus extrême à droite. Alors, cette initiative a été prise par des gens, mais cette initiative va faire pression sur Sharon, donc il va devoir répondre. Ce que Sharon a fait pour ce qui est de la feuille de route, eh bien, il y a encore des points pour lesquels il dit « je vais accepter la feuille de route si on accepte ces 14 points ». Vous avez parlé du terrorisme, bien un terrorisme d'État. Donc, malheureusement, un gouvernement tel que celui de Sharon pousse les gens à se tuer et à tuer d'autres. Donc, si vous voulez, c'est véritablement quelque chose de très urgent pour les Palestiniens qui recherchent la paix, et la sécurité et la liberté depuis 50 ans. Donc les Palestiniens ne sont pas contre un plan de paix. Il y a une urgence à négocier un plan de paix, et ce plan, cette initiative de Genève est un bon plan. Je pense que l'initiative de Genève contient des points positifs et négatifs.
il n'est pas complètement favorable aux Palestiniens ou favorable aux Israéliens, mais c'est une tentative et c'est la première fois que nous avons un cadre qui permet d'envisager une solution. D'après la position officielle palestinienne, eh bien, nous sommes favorables à une telle initiative. C'est un effort et, si vous voulez, ça peut avoir une valeur pour anticiper des négociations futures, mais enfin, pour l'instant, nous ce n'est allons pas encore entendre clair. une réponse de M. Lévy-Masloum et on passera aux autres. Je n'ai pas eu de traduction, ça ne marche pas bien, mais ceci dit, j'ai cru comprendre ce que monsieur a dit. Je tiens à dire que le gouvernement de monsieur Sharon s'est engagé dans la paix, dans la feuille de route. Il a annoncé qu'il était prêt à faire de très importantes négociations. Mais pour ce faire, il y avait un préalable, et monsieur le sait très bien, c'était la cessation totale du terrorisme. Monsieur Sharon avait démantelé des avant-postes qui étaient illégaux. Il attend toujours la contrepartie, mais la contrepartie, ça a été malheureusement des attentats terroristes. Tant que les attentats terroristes continueront, malheureusement, les discussions de paix ne pourront pas progresser. Alors c'est un raisonnement, mais est-ce qu'il n'y a pas, monsieur, urgence à trouver une bonne base pour faire la paix, dans la mesure où même, on dit, les services de sécurité intérieure d'Israël disent qu'il y a 50 tentatives d'attentats par jour. Il y a urgence. D'ailleurs, le gouvernement israélien a envoyé la semaine passée des émissaires à Londres pour rencontrer des homologues palestiniens. Les discussions continuent, mais ce sont des discussions sérieuses avec des gens qui ont le pouvoir de décider. Alors François Garay, vous êtes rabbin, représentez ici la communauté libérale de Genève. Vous êtes-vous favorable à cette initiative de Genève? Au fond, est-ce qu'elle vous paraît une bonne solution ou est-ce qu'il faut, comme me dit M. Masloum, attendre que les attentats cessent? Je crois que la bonne solution serait qu'un État de paix et un État paisible s'établissent entre les Palestiniens et les Israéliens. L'initiative de Genève pose certains repères et je crois que c'est une initiative effectivement privée, mais tous les gouvernements ont eu des décisions qui ont toujours été précédées par des mouvements d'idées et des initiatives privées qu'ils ont par la suite plus ou moins récupérées, et cela peut très bien être le cas de cette initiative. On vous dit, oui, mais ça a été fait dans le dos du gouvernement israélien, ça ne vous choque pas? Écoutez, tout a été fait dans le dos des gouvernements, que ce soit les Israéliens, le gouvernement israélien ou les autres. Si vous regardez la liste des personnalités israéliennes qui ont rencontré des personnalités palestiniennes avant même Oslo, on s'aperçoit qu'Oslo n'aurait pas pu avoir lieu sans ces rencontres. Donc il n'y a rien d'indécent. Il est évident que des personnalités individuelles ont le droit de parler à d'autres. Il est tout à fait normal que le gouvernement en place dise « cela ne me concerne pas », le gouvernement ou l'autorité palestinienne, puisque M. Rabot a dit lui-même qu'il parlait à titre personnel. M. Rabot, négociateur palestinien, et qu'il n'était pas du tout investi d'un pouvoir, mais c'est ainsi que les choses se passent dans le monde en général, que ce soit en politique ou que ce soit ailleurs. André Zolty, vous représentez la communauté juive orthodoxe à Genève. Ce plan, vous n'y croyez pas? Pas du tout. Pourquoi? Alors, je voudrais d'abord préciser que je n'engage que moi-même. Je suis genevois, j'habite Genève, je suis suisse et non pas israélien. Et par conséquent, je n'estime pas avoir le droit de dire aux Israéliens ou aux Palestiniens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Mais quand vous me posez la question de dire « est-ce que vous êtes favorable à ce plan de paix ?», je ressens derrière la question, en quelque sorte, un reproche. Vous ne voulez pas la paix ? Vous la posez très gentiment, et je n'ai pas de reproche à vous faire, mais le reproche, je le sens implicitement. On me dit, vous ne voulez pas la paix, mais bien sûr que je veux la paix. Et je voudrais apporter mon témoignage. J'ai habité pour mes études pratiquement 10 ans en Israël, et je ne connais pas un seul Israélien qui ne souhaite pas la paix. Je ne connais pas un seul Israélien qui souhaite tuer des Palestiniens, qui souhaite les exterminer. Vous me disiez quand même en préparant cette émission, il y a un tel climat de haine que vous voyez mal comment on pourrait déboucher à la paix. Mais cette haine, elle vient de la part des Palestiniens à l'égard des Israéliens. Elle n'est pas partagée par les Israéliens. Et je voudrais m'exprimer par une petite parabole. Je veux dire, c'est celui à qui on reproche de ne pas respecter son contrat et qui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai simplement signé ». Il y a, depuis 50 ans et plus, un climat de haine de la part des Palestiniens à l'égard des Israéliens. On nous dit depuis 50 ans, nous allons détruire votre État, on va détruire Israël, on va rayer Israël de la carte, et ça a été dit encore par des premiers ministres d'État islamiques encore tout récemment. On va rejeter tous les Juifs à la mer. Alors est-ce que vous croyez qu'une signature sur un document, un morceau de papier, va effacer plus de 50 ans de haine? Donc vous remettez la faute entièrement dans le camp palestinien. Je vais vous faire réagir, monsieur Al-Khaï.
Je pense que l'initiative exerce de la pression sur le gouvernement de Sharon. Et donc il y a un changement maintenant dans l'opinion publique israélienne. Pour la première fois, eh bien, on met en doute les politiques de Sharon. Et c'est la raison pour laquelle il est allé à Londres. Je ne vois pas pourquoi il va à Londres alors que M. Arafat est à Ramallah. Il pourrait lui parler directement. Donc en fait, il faudrait parler directement. Donc ces personnes ne sont peut-être pas tout à fait d'accord avec cet accord. En fait, ces personnes proposent des idées qu'on peut discuter dans un débat. Un moment qui est vraiment un moment d'urgence parce que nous sommes dans une impasse, il y a beaucoup de désespoir. Et par conséquent, ils proposent cette initiative pour que les gens puissent réfléchir et discuter. Donc en fait, moi-même, je n'y ai pas participé, mais parler de paix aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que de parler de guerre. Donc il est plus facile d'être extrémiste aujourd'hui plutôt que d'être un partisan de la paix. Donc dire non, c'est plus facile que de dire oui. Alors il faut une volonté, monsieur. Quelle est votre volonté? Comment allons aller vers la paix si vous ne croyez pas à cette initiative? Je crois que le seul moyen, c'est d'avancer à petits pas. Il y a une haine atroce de la part des Palestiniens à l'égard des Israéliens. Ils sont capables de tuer des gens innocents, de tuer même des Palestiniens, parce qu'il y a eu plusieurs attentats qui ont tué des Palestiniens avec les Israéliens. Et malgré tout, du moment qu'il y a quelques Israéliens qui sont morts, on est content, on se réjouit. L'état d'occupation par Israël des territoires israéliens et palestiniens, ça ne compte pas. Je ne dis pas que ça ne compte pas. Il faut avancer vers la paix, bien sûr. Et tous les Israéliens le souhaitent. Tous les Israéliens souhaitent vivre en paix et n'ont jamais... Les Arabes palestiniens qui vivent en Israël vivent très bien. Les hôpitaux israéliens sont pleins de malades israéliens qui se font soigner, qui viennent d'Irak et qui viennent de tous les pays arabes. Donc les Israéliens ne cherchent pas à attaquer les Palestiniens d'une quelconque manière. Par contre, ils veulent la paix, ils veulent vivre en tranquillité. Monsieur Al-Kak. Écoutez, les Palestiniens ne tuent pas les Israéliens pour tuer les Palestiniens. Non, les Palestiniens, vous savez, il y a beaucoup de relations entre les Juifs, Palestine, les Palestiniens en Palestine pendant des années. Les Palestiniens ne sont pas contre les Juifs, ne sont pas contre Israël, ils sont contre l'occupation d'Israël, contre l'occupation militaire d'Israël. Donc ils essaient peut-être de défendre leurs droits et de recouvrer leur liberté. Qui les force à tuer? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Moi, je ne suis pas d'accord avec les actes de terrorisme, mais parfois je comprends pourquoi les gens le font. Parce qu'il est clair que le gouvernement de Sharon a œuvré à la création du terrorisme. Parce que par exemple, quand on construit un mur de démarcation, quand on démolit des maisons pour le construire, quand on déplace des populations, quand on a une politique d'assassinat, par exemple, ça, c'est du terrorisme. Donc, en fait, nous sommes en train de réagir contre ce gouvernement. Une réponse rapide, Monsieur Lévy-Mazloum. Non, attendez. Monsieur ne doit pas oublier que si Israël construit une barrière de sécurité, c'est uniquement pour protéger ses ressortissants des immondes attaques palestiniennes. Ça, c'est le premier point. Alors, est-ce que ce mur, il faut continuer à le construire? Mais bien entendu, c'est le seul moyen de protéger. Il faut construire de nouvelles frontières. Je n'entends pas la traduction, mais il ne s'agit pas du tout de frontières. Il s'agit simplement d'une barrière de sécurité pour protéger, pour protéger et la population israélienne et la paix. Parce que tant qu'il n'y a pas de terrorisme, il y aura de la paix. Alors, on reviendra à cette question du mur lorsqu'on parlera d'une configuration d'un État palestinien possiblement futur si cette initiative avait du succès. Monsieur Allan, quand même, Pierre Allan, vous êtes l'un des facilitateurs, avec Alexis Keller, l'un des tout premiers facilitateurs suisses de ces négociations qui ont abouti à ce nouveau plan de paix appelé Initiative de Genève. Souvent, la question est posée, mais de quoi les Suisses et la Suisse se mêlent dans cette histoire? Quelle est votre réponse? Écoutez, en été 2001, lorsque nous avons commencé, Alexis Keller, Pierre Keller et moi-même, nous avions déjà fait le bilan suivant. L'intifada durait déjà depuis près d'une année, les choses étaient atroces. Le débat d'aujourd'hui montre à quel point la haine est présente et la situation est désespérée des deux côtés, je m'empresse de le préciser. Et nous avons vu qu'avoir une destination je dirais, d'aboutissement qui serait deux États, avoir une feuille de route, on s'y référait tout à l'heure, pour 2005 avec deux États, sans avoir quelque chose de concret, quelque chose de précis, eh bien, c'était tout à fait illusoire. Et on l'a vu tout à l'heure avec les interventions, si on rend dépendant, je dirais, un avancement de la paix des extrémistes de part et d'autre,
Si ces extrémistes-là peuvent à chaque fois arrêter l'avancement, eh bien on n'avancera pas. Et je précise, l'immense avantage de cette initiative de Genève, c'est qu'elle donne pour la première fois dans l'histoire du conflit, je dirais, une solution concrète et globale. Et donc, pour la première fois, les partis peuvent voir, voilà comment les cartes, les frontières seront là. Voilà comment les choses seront... Mais est-ce que c'est bien à la Suisse de faire ce travail de facilitateur? Certains, du côté israélien plus que palestinien, parlent d'ingérence dans les affaires intérieures, pratiquement. Écoutez, Pierre Keller, Alexis Keller et moi-même, nous sommes des Suisses. Nous sommes tous les trois des Genevois. Et c'est dans le cadre, je dirais, de cette réflexion qui a lieu ici, ce qu'on appelle l'esprit de Genève, que nous sommes mis à disposition des partis. Et j'aimerais quand même dire une chose qui est absolument essentielle. Si nous sommes ici aujourd'hui, sur ce plateau, si M. Powell soutient ce projet, si Kofi Annan soutient ce projet, si Javier Solana soutient ce projet, c'est-à-dire les États-Unis, Bruxelles et l'Organisation des Nations Unies, eh bien, c'est parce que vous aviez un peu des amateurs, des idéalistes qui, en été 2001, ont invité les partis. Mais c'est surtout parce que vous aviez, j'aimerais encore préciser, parce que vous aviez des partis qui étaient prêts à discuter. Parce que ce n'est pas à nous, les Suisses, qui avons fait cela. Ce n'est pas Mme Calmiret, ce n'est pas à nous, la société privée suisse. Ceux qui ont fait aboutir les choses, ceux qui font que nous sommes tous ici aujourd'hui, et je m'en félicite. Et je remercie aussi M. Sharon de nous avoir fait beaucoup de publicité en prenant au sérieux ce plan. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, maintenant, la balle est dans le camp de ceux qui disent non, pas de ceux qui disent oui. Parce que ceux qui disent oui, ils ont quelque chose de précis, qu'on peut critiquer, qui n'est pas parfait, qui est un compromis dur, mais c'est quelque chose de précis pour la première fois dans l'histoire de ce douloureux conflit. Monsieur Lévi Mazloum. Alors, ceux qui sont à l'origine de cette initiative du côté israélien, vous savez très bien de qui il s'agit. Il s'agit de personnes qui ne sont pas du tout représentatives. Monsieur Yossi Bellin a été exclu du Parti travailliste. Il a essayé d'aller dans l'extrême gauche, dans le Meretz, mais le Meretz a été balayé. Et il essaye de lancer un nouveau parti politique. Il vous a manipulé, je suis persuadé, il vous a manipulé pour lancer, pour ses ambitions personnelles qui étaient au niveau zéro. Réponse, monsieur. Vous avez été totalement manipulé. Réponse, monsieur Allan. Max Weber, dans une très belle conférence de 1919, met en évidence deux éthiques, l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Eh bien, monsieur Lévy, je vous dis, l'éthique de la responsabilité, c'est de voir les conséquences. Bien sûr qu'il y a des jeux politiques, bien sûr que ça avantage certains sur le plan israélien et que ça donne des avantages d'autres. Bien évidemment, il y a le jeu politique. Mais Max Weber le disait déjà, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous êtes bien obligé de travailler avec les hommes et les femmes qui sont là. Est-ce que, monsieur Allan, elle ne voudrait pas tout d'abord essayer d'influencer les Palestiniens à renoncer à la haine et à la tuerie? Les Palestiniens ont renoncé au droit au retour. Alors on va attendre un Palestinien qui n'a pas encore pris la parole. Monsieur Oni Ahmed, vous êtes palestinien, je vous présente, membre de l'Association palestinienne de Suisse. Merci, parce que ça fait 2 fois que la haine, et moi je suis calme, j'attends mon tour. Et après le terrorisme, j'attends mon tour. Alors on vous laisse parler, oui. Vraiment, comme Palestinien qui a vécu 33 ans de sa vie à Gaza, je peux répondre à votre question concernant la haine et le terrorisme. Et j'ai dit que notre territoire, notre terre est volée et violée aussi par votre occupation. Que notre peuple est humilié par vos soldats pour notre dignité et confisquée. Qu'est-ce que vous attendez de nous? De vous offrir de fleurs ou de roses? Non, répondez-moi. Pas des bombes. Qu'est-ce que vous tombez sur nous? Par quoi vous bombardez la maison palestinienne? Par quoi vous tuez les Palestiniens? Soit des enfants, soit des femmes, soit des hommes. Alors, je crois que ça, c'est une bonne question. Exactement. Si vous jetez de fleurs, vous recevez de fleurs. Si vous semez de la haine, vous allez récolter la haine. C'est pas nous que n'avons ni sémé la haine, ni amené le terrorisme de la région. Réponse, M. Zolty. C'est une très bonne question. Alors, quand il s'agit d'aller tuer les terroristes, qu'est-ce que fait Israël? Il vise expressément la maison du terroriste.
Mais il y a des victimes civiles aussi, par contre, M. Zoki. Attendez une seconde. Bush, quand il cherche à s'attaquer... Attendez une seconde. Attendez une seconde, laissez-moi parler. Quand M. Bush veut s'attaquer à M. Saddam en Irak, aux dirigeants de l'Irak, il envoie un déluge de feu et il écrase d'un déluge de feu toute une série d'immeubles pour éventuellement tuer sa cible. Israël, au contraire, respecte la vie des Palestiniens, cherche naturellement à se débarrasser des terroristes. C'est pourquoi 250 maisons étaient détruites, ça fait 2 semaines à Rafah. Des maisons de terroristes, 250 maisons. Et seulement des maisons de terroristes. Et alors pas la des violence... maisons... 2 semaines en arrière, 250 maisons à Rafah. Alors, la violence étant des deux côtés... Pour chercher des terroristes. Elle n'est pas des deux côtés. Madame, ce n'est pas seulement deux côtés, le contraire. Je suis pas tout à fait d'accord des deux côtés. Le contraire, on est les victimes de la machinerie militaire de l'État d'Israël. Cela dit, M. Arni, on passera au téléphone tout de suite, vous êtes néanmoins opposé à cette initiative de paix, cette initiative de Genève, ce plan de paix en un mot, pourquoi? Personne ne peut opposer à la paix. Mais à cette initiative de Genève, vous n'êtes pas favorable? Non. Moi, comme vous avez dit au début, c'est un porteur d'espoir. Mais ce porteur d'espoir, il amène l'espoir pour combien de temps? Est-ce que ce projet est viable? C'est ça mes critiques. De créer un État palestinien déchiré en 2 parties, relié par un corridor sur la souveraineté israélienne. On va voir la carte si la régie veut bien. Effectivement, si cette initiative de Genève était appliquée, d'abord chaque État palestinien et israélien devrait reconnaître l'autre, et en plus les frontières de l'État, du futur État palestinien, au fond recouvriraient la fameuse ligne verte, la ligne d'armistice de 49, avec en plus quelques échanges de terrain entre Israël et la Palestine, et les 2 morceaux de ce futur État palestinien, si l'initiative de Genève était acceptée, serait relié par un corridor, comme on le voit sur cette carte. Ce corridor, voilà. C'est la souveraineté israélienne. Voilà, ce souveraineté. Pour vous, ce n'est pas acceptable. Mais on peut compter sur la bonne volonté, mais jusqu'à quand? Quand il y a un gouvernement extrémiste. Et pourquoi mettre en cause... Excusez-moi, monsieur, Monsieur Garay, excusez-moi. Finissez seulement. Jusqu'à un gouvernement extrémiste qui vient qui dit OK, on bloque le corridor, on transfère les Palestiniens comme M. Lieberman au gouvernement israélien qui dit et qui demande, et pas seulement le Palestinien de territoire, même les Palestiniens, les citoyens de l'État d'Israël. Monsieur Garay. Qu'est-ce que vous voulez croire? Je crois qu'il faut en finir avec cette discussion de je suis victime et pas l'autre, et l'autre est mon agresseur. Comme l'ont fait remarquer certains, il y a des victimes de part et d'autre. Et en fait, ce qui est dramatique dans cette situation, c'est que tout le monde estime être la victime de l'autre, à juste titre, quand on regarde son point de vue. Je crois qu'il faut dépasser ce système que je pourrais presque qualifier un peu, ce mot est un peu grossier, mais de vendetta. Je suis frappé, je frappe. Et à la fin du compte, on ne sait plus qui le premier a frappé. Et dans le fond, si on continue dans ce système, je suis navré de le dire, mais on n'arrivera jamais à rien. Il faut sauter ailleurs. Parfois, il est nécessaire de faire autre chose, et c'est peut-être ce que cette initiative qui se greffe sur la feuille de route, et ça, il faut quand même aussi le rappeler, ce n'est pas quelque chose qui annihile tout ce qui a été dit, mais qui se greffe sur toutes les résolutions de l'ONU, sur la feuille de route. C'est ce que cette initiative peut-être permettra. D'accord. Alors, on va faire un tour du côté des téléspectateurs avant de revenir sur le détail et vous donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu. Sophie, c'est à vous. Oui, alors Manuel, beaucoup de remarques, beaucoup de questions qui représentent un peu toutes les tendances. Alors disons qu'il y a d'abord les gens qui sont favorables à l'initiative de paix, à l'image de M. Claude Bernard qui nous a envoyé un courrier électronique où il dit que contrairement à la feuille de route, l'accord de Genève sur la paix pose et résout les vrais problèmes et il répond avec justesse. Et puis évidemment, il y a ceux qui sont beaucoup plus pessimistes et qui remarquent que par exemple, tant que Ariel Sharon sera au pouvoir, il ne sera pas possible d'avoir une paix qui soit respectée. Et puis d'autres gens qui disent que cette réunion est complètement utopique et que les partis en cause ne veulent pas du tout la paix. Et enfin, je dirais qu'il y a des gens qui posent des questions sur la Suisse. Alors des questions un peu terre à terre. Combien est-ce que ça coûte à la Suisse? Et puis plus largement, est-ce que la Suisse ne veut pas simplement se mettre en avant? Alors, on va prendre les questions par l'ordre inverse d'arrivée. Merci Sophie. Peut-être juste sur la Suisse un mot. Monsieur Allan, avez-vous une idée de ce que ça coûte à la Suisse? Et ça coûte quelques millions, mais j'aimerais dire que ça coûte... Donc c'est quelques millions, c'est pas grand-chose.
mais j'aimerais dire qu'une bonne partie de cette somme vient de donateurs privés, dont toute une série souhaite rester anonyme. Donc là, vraiment, il y a une initiative de la société civile suisse. Oui. Mais est-ce que c'est une manière de se mettre en avant pour une Suisse qui est peut-être un peu en perte de vitesse sur le terrain international? Écoutez, on a un conflit douloureux. Encore une fois, là, nous sommes ici, nous avons parlé tout à l'heure de terrorisme d'État, que ce n'est pas du terrorisme, etc. Peu importe, nous sommes été dans la cité de Calvin, la cité d'Henri Dunant, la cité des conventions de Genève. Et j'aimerais dire que les deux parties violent ces conventions de Genève. Donc ce n'est pas aberrant que de Genève aussi partent des initiatives, dans l'esprit d'Henri Dunant, pour essayer de faire avancer les choses, comme le disait le rabbin Garay. On entendait beaucoup aussi le pessimisme, enfin quelques voix pessimistes. J'aimerais entendre Mme Babekoff, Rachel Babekoff, vous représentez ici le manifeste, qui est une sorte de pétition sur que signait l'année passée association de Palestiniens, de voix romandes, mais juives et arabes. Aujourd'hui, face à ce pessimisme, vous qui soutenez cette initiative de Genève, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce qu'on peut dépasser ce pessimisme mais se dire que cette initiative de Genève pourra avoir un effet? Donc, en fait, on est une association de juifs et d'arabes depuis à peu près 2 ans qui avons eu différentes activités et on organise une manifestation cet après-midi sur la rotonde en soutien des accords de Genève, de l'initiative de Genève à 3h. Effectivement, on a pris position parce que pour une fois, ça nous semblait un accord tout à fait, d'une part civil mais responsable. Aussi, M. Allan a parlé avant de responsabilité. Et que pour la première fois dans un accord, on avait un accord extrêmement fouillé, qui n'était peut-être pas la réponse des deux parties. Et effectivement, on peut se demander si on peut trouver une paix juste, parce que si elle est juste pour l'un des partis, elle ne le sera pas pour l'autre. Et par rapport à cette proposition de paix qui est une tentative, donc qui peut quand même déboucher sur énormément de discussions, et ça a été le cas en Israël, parce qu'il y a maintenant énormément de prises de position. Il y a une seconde initiative de Sari Nusseibeh et Ayalon qui est en marche. Il y a eu 4 chefs quand même des renseignements israéliens qui ont pris position pour mettre en cause quand même le gouvernement israélien, pour demander si c'était la bonne solution. Il y a tout d'un coup toute une sorte d'émulation qui vient. Donc, ne serait-ce que sur ce point, l'initiative a déjà amené quelque chose, une discussion qui était complètement morte. D'autre part, l'initiative en elle-même est très fouillée et elle est douloureuse. Elle est douloureuse pour les deux parties, mais elle est humaine. Elle est humaine dans le sens qu'elle prend en considération et qu'il y a quand même des renoncements. Je veux dire, les Palestiniens, il y a ce droit du retour et du côté juif, il y a quand même une question de responsabilité à avoir. Il n'y a pas de droit au retour. Non, excuse-moi, c'est quoi la question difficile pour le côté juif? Parce que vous avez dit que ce document est difficile pour les deux côtés. Et pour les Palestiniens, moi j'ai dit, on a fait beaucoup de concessions, mais dans ce document, il y a des concessions qui ne sont pas acceptables de tout. Laquelle, monsieur? Le droit au retour. Elle est garantie par une résolution 194 des Nations Unies. Pas du tout. Je vous amène le texte, monsieur. Je vous amène le texte. Je vous amène. Oui, moi aussi, je l'ai. Pour que les choses soient claires. Pour que les choses soient claires. Elle est là. Elle est là. The refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted. Should be permitted. Devrait être... Mais non pas will be permitted. Alors, pour que les choses soient claires, messieurs... Il n'y a pas de droit au retour des réfugiés. Il y a une possibilité. Possibilité. Pour que les choses soient claires, l'initiative de Genève, qu'est-ce qu'elle propose? Elle ne propose pas de facto de droit au retour, mais 5 options que je vous résume rapidement. La possibilité de revenir pour certains qu'ils voudraient dans les frontières du futur État palestinien dont on a vu ce qu'il pourrait représenter, ou alors de retourner sur territoire israélien, mais un nombre de réfugiés qui serait déterminé par Israël elle-même, ou alors de s'établir ailleurs ou de rester là où sont les réfugiés, moyennant des compensations. Je vais me passer quand même la parole à Mme Zeinat Abdelmajid. Vous êtes interprète, vous êtes travaillé à l'Université de Genève ici, vous êtes suissesse d'origine palestinienne, de Jaffa. Cette initiative donc de Genève qui ne prévoit pas ce droit au retour que beaucoup d'Israéliens espèrent, pour vous, est-ce qu'elle est acceptable ou pas? Pour moi, cette initiative est tout à fait inacceptable, comme les initiatives et les projets qui l'ont précédée. Parce que cette question du droit au retour,
c'est le cœur même du problème palestinien. Et vous parce le qu'il demandez, n'y aurait vous pas eu de problème palestinien s'il n'y avait pas eu déplacement de Palestiniens en dehors du territoire qui Et pour qui a vous, ce été droit au accaparé retour par... est incontournable? Pour moi, le droit de retour est une nécessité, c'est une condition sine qua non pour toute solution de paix. Mais madame, ça fait 50 ans seulement, elle était obligée, elle était expulsée de sa maison. Non, non, Demande à ne elle. réécrivez pas. Non, Non, Demande à elle, elle était expulsée. Lisez ce qu'ont dit les Palestiniens eux-mêmes. Oui. Les Palestiniens eux-mêmes ont dit qu'ils ont été invités par les autorités arabes. Madame, Excusez-moi, par les autorités monsieur, arabes. Mais pas tous en même temps, pas tous en même temps. Et que le droit au retour n'a jamais existé. J'ai vécu moi-même la situation. Vous ne pouvez pas parler à ma place. Vous avez J'ai raison, vécu madame. la situation et je peux vous raconter en menu détail comment est-ce que ma famille et moi, nous avons quitté la Palestine. Et vous aimeriez retourner à Jaffa, au fait? Bien entendu. Et Bien monsieur, entendu, si je Jean ne suis pas la Bois, seule. elle a le droit de D'accord, retour. ok. Je ne suis pas Non, la pas tout le monde, pas tout le monde en même temps. J'aimerais. Oui. Non, pas tout le monde en même temps. J'aimerais. Oui, oui. Mais Monsieur Alcac s'est pas exprimé depuis longtemps. Monsieur Alcac, que finalement, cette initiative de Genève pour laquelle vous êtes favorable n'offre pas le droit au retour aux Palestiniens. Or, vous le savez, beaucoup de Palestiniens le demandent. Même il y a eu une grande manifestation du djihad islamique, du Hamas, en disant « nous saboterons cette initiative de Genève tant qu'il n'y aura pas de droit au retour ». Comment pouvez-vous accepter une initiative de Genève qui ne prévoit pas le droit au retour? Pour ce qui est de l'initiative de Genève, je l'ai dit depuis le début, elle n'est pas parfaite et la question du droit du retour, c'est une question qui est très importante pour la paix et pour la réconciliation. Et je pense qu'il y a certains éléments qui manquent dans cet exercice. Et il faudra en discuter, il faudra éventuellement passer un référendum. Tout d'abord, il y a la question du droit au retour en tant que droit personnel. Et par conséquent, il faut que l'on ait un mandat pour en parler. Vous savez, moi, je viens de Jérusalem. Je vis à Jérusalem, j'ai une maison qui a été prise par les Israéliens. Maintenant, je vis dans une autre maison. Alors, je ne sais pas si cette maison va être démolie. Alors pour moi, en tant que personne et pour la paix, éventuellement, je peux renoncer à la première maison. Et ma situation n'est pas la même que les réfugiés qui sont au Liban, en Syrie ou ailleurs. Juste, monsieur, quelle serait la solution juste? C'est ce que je voulais vous dire. Premièrement, il est très important pour la réconciliation que Israël reconnaisse sa responsabilité concernant la question des réfugiés. Maintenant, pour ce qui est des différents choix, il va falloir que des gens, des réfugiés, ceux qui sont dans les camps et d'autres en parlent, en discutent, pour qu'ils trouvent une solution entre eux, pour se satisfaire de cette solution. Parce que ce que nous souhaitons, c'est de parvenir à une paix permanente. Nous ne voulons pas que les Israéliens pensent que c'est une position tactique de notre part, ou que nous faisons cela. On comprend bien quand vous dites Israël doit prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Tout d'abord, il y a une obligation morale de reconnaître la souffrance du peuple palestinien. C'est un peuple qui a souffert tellement longtemps, donc il aimerait entendre des excuses. Oui, des excuses. Parce que quand on en arrive à la question de la compensation, on parle de 30 à 40 milliards de dollars. Alors, on dit que c'est de la responsabilité de la communauté internationale. Non, il faudrait qu'il y ait des garanties et que l'on dise que c'est aussi la responsabilité d'Israël. Important, vous demandez des excuses. Monsieur Lévy-Mazloum, réaction. Alors écoutez, je tiens à dire que le problème des réfugiés est extrêmement important. Plus d'1 million de Juifs ont été chassés des pays arabes sans dédommagement. Personne ne les soutient. Personne n'a présenté des excuses, que monsieur présente des excuses. Je suis moi-même un de ces Arabes juifs qui a été chassé. J'ai vu mes frères être martyrisés. J'ai vu mes frères être victimes d'antisémitisme, être spoliés.
pas un d'entre vous, ni M. Allan, n'a abordé ce thème-là. Finalement, nous ne comptons pas. C'est zéro. Les réfugiés juifs des États arabes, venant des États arabes, ne comptent absolument pas. Cela dit, M. Mazloum, la question des réfugiés palestiniens se pose de manière récurrente. Est-ce que il serait envisageable, un droit du retour serait envisageable ou ça est totalement exclu? Aucun gouvernement israélien ne peut accepter cela. Ça va faire un bouleversement démographique. C'est absolument impossible. Et puis, je voulais répondre je crois que c'est M. Garay qui a parlé de responsabilité tout à l'heure, à moins que ce soit M. Allan, je ne sais pas. C'est vous. Mais vous pensez vraiment que c'est être responsable que de compliquer les discussions de paix qu'il y a maintenant entre Israël et les Palestiniens? Mais ça va compliquer, parce que ça va faire monter les enchères. L'autonomie palestinienne va se montrer beaucoup moins disposée à discuter avec Israël. Et dans l'autre camp, par exemple, je vous rappelle que les habitants de Judée-Samarie ont également lancé une initiative dont le gouvernement israélien devra certainement tenir compte. Vous avez joué aux apprentis sorciers. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences de vos actes. Monsieur Allan. Je me rends pleinement compte des conséquences de nos actes, à tel point qu'en été 2001, lorsque nous préparions ce jubilé du 100e anniversaire du premier prix Nobel de la paix donné à un Genevois, Henri Dunant, le fondateur du Comité international de la Croix-Rouge, eh bien, nous avons dit, si les partis pouvaient terminer le travail commencé à Camp David en été 2000, avec les initiatives et les propositions de Clinton à fin 2000, avec les négociations officielles de tabac en janvier 2001, si les partis pouvaient continuer sur cette lancée, et c'est ce qu'elles ont fait, c'est en ce sens-là que l'initiative de Genève et son aboutissement, donc cette initiative elle-même, qui n'est pas le plan de paix final, je suis d'accord avec vous, mais cette initiative va dans le bon point, dans le bon sens. C'est un compromis douloureux, nous l'avons vu tout à l'heure. Les Palestiniens ont abandonné je dirais pas sur papier juridiquement, mais dans les faits, de facto, il est vrai, ils ont abandonné ce droit au retour. Et c'est pour ça que c'est trop douloureux. Et vous avez raison, monsieur. C'est pour ça, et madame, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que c'est douloureux. Les Palestiniens n'ont pas abandonné le droit. Dans cette proposition, là, vous avez un compromis très douloureux. Mais pourquoi l'accepterait-il, monsieur Aouni? C'est pourquoi elle n'est pas viable. Elle n'aura pas l'occasion de vivre ce document. Si, il aura l'occasion de vivre parce que vous voyez la mobilisation de la communauté internationale et je crois qu'ils vont vivre, que ce document va vivre précisément pour les raisons démographiques qu'a évoqué M. Lévy. Que souhaitez-vous? Souhaitez-vous, M. Lévy, un État démocratique, laïque, sur l'ensemble du territoire ou souhaitez-vous un État juif mais à ce moment-là, pas nécessairement démocratique, puisqu'il y aurait une population monsieur, palestinienne vous savez très bien, monsieur, démographiquement, si vous permettez que je termine, il y a là une évolution démographique, vous l'avez abordé, vous avez raison, qui fait que, je dirais, l'heure de la dernière ligne droite a sonné. Dans quelques années, à moyen terme, même pas à long terme, à moyen terme, si vous voulez donner une voix à chaque Palestinien, dans un ensemble Israël et territoire occupé, à ce moment-là, les Juifs sont en minorité. Souhaitez-vous cela? Souhaitez-vous un État? On a compris votre question, J'ai bien compris votre question, mais vous savez très bien que le gouvernement israélien s'est engagé dans la feuille de route qui prévoit la création d'un État palestinien. Vous le savez très bien. Mais c'est bloqué cette feuille de route pour l'instant. Elle est bloquée complètement. Parce que Israël est victime de terrorisme. Lorsque la barrière de sécurité sera victime de l'occupation, monsieur. Il y a terrorisme. C'est une réponse à votre monsieur, je ne veux pas remonter dans l'histoire, monsieur, mais depuis le XVIe siècle, il n'y a jamais eu, en fait, dans l'histoire, il n'y a jamais eu d'État arabe de Palestine. Il n'y a jamais eu d'État arabe de Palestine. Jamais. Jamais l'État d'Israël, monsieur. Il y a toujours. Si vous remontez dans l'histoire, lisez les livres. Monsieur, de congrès sioniste, elle est là. Congrès Bâle, 1897. Votre document. Zionism seeks for the Jewish people a publicly recognized, legally secured homeland in Palestine. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Monsieur Aouni, sans refaire toute l'histoire, j'aimerais quand même qu'on voit encore un autre point clé de cet accord. On a parlé d'État, de l'État futur État palestinien, possiblement, si cette initiative a remporté du succès. On a parlé des réfugiés palestiniens. Parlons de Jérusalem.
On va voir une carte selon cette initiative. Jérusalem, c'est un point très chaud, très critique, puisque c'est une capitale, en tout cas des deux peuples estiment que c'est leur capitale. Et Jérusalem serait, au fond, divisée avec une grande partie sous souveraineté palestinienne, c'est-à-dire le quartier musulman, arménien, chrétien, l'esplanade des mosquées, sous souveraineté palestinienne, et le quartier juif, le mur des lamentations, entre autres, serait sous souveraineté israélienne. Et les lieux saints seront placés sous le contrôle de l'UNESCO et d'une présence internationale. François Garay, quand on voit cette carte, on voit bien la proportion, mais ce qui est un problème, c'est cette esplanade des mosquées, appelée Mont du Temple pour les Juifs. Ils pourraient y accéder librement, mais ils ne pourraient pas y prier. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour des Juifs orthodoxes, c'est simplement pas acceptable ? Les Juifs orthodoxes, normalement, n'ont pas le droit de prier sur l'esplanade du Temple parce qu'ils ne savent pas où... Il est difficile de déterminer où était le Saint du Saint du Temple de Salomon il y a environ 30 siècles. Donc, l'histoire, elle remonte plus loin. Donc, pour eux, la question ne devrait même pas se poser. La question est de savoir, si on va vers une paix, allons-nous vers une paix qui est selon les désirs des uns uniquement ou le désir des autres uniquement, ou allons-nous vers une paix qui est un compromis entre des positions irrédentistes, qui semblent irrédentistes a priori, des uns et des autres. Si on va vers un compromis, il est bien évident que ce compromis mène à une situation que les uns vont regretter, que les autres vont regretter, parce que ça ne sera pas la totalité de leur désir. Mais le quartier juif de Jérusalem était un quartier juif avant 1948. Longtemps, il y a eu des synagogues, et ce quartier juif a été vidé de ses habitants en 1948, et les synagogues ont été pillées, et les tombes du Mont des Oliviers, du cimetière du Mont des Oliviers, ont servi de pierre pour les latrines des Jordaniens. Donc il faut bien se rendre compte de cela aussi. Je suis tout à fait conscient que pour un Palestinien qui a vécu à Jérusalem, une séparation dans sa ville est vécue comme une déchirure, et je suis tout à fait conscient que pour un Israélien pour qui Jérusalem est la capitale de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, cette déchirure, cette séparation est également une déchirure, chacun doit faire mais un pas. Il doit y avoir un compromis. Voilà. Monsieur Zolty, vous pourriez l'accepter, ce compromis ? Écoutez, je voudrais peut-être répondre à une question précédente. On a parlé du retour des réfugiés. Je voudrais quand même y revenir pour un tout petit moment. Je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une volonté arabe de détruire Israël. Si on permettait réellement à tous les réfugiés... C'est un peu outrancier ce que vous dites là, monsieur. Non, mais je crois que ça a été entendu dans la bouche d'un ministre islamique d'un pays asiatique. On veut détruire, on veut rayer... Il y a des arabes qui souhaiteraient détruire Israël et jeter tous les juifs à la mer. Attendez, mais je vais dire... Ça, c'est vrai. On ne peut pas laisser passer ça. Mais il y a des Israéliens qui souhaiteraient pousser tous les Palestiniens vers la Jordanie, qui cesserait d'être un royaume hachémite, qui serait la patrie des Palestiniens. Peut-on sortir de cette espèce de slogan Peut-on sortir de ces slogans « les uns veulent la mort des autres » Ça n'a pas de sens. Essayons de voir si on peut être constructif. Je voudrais juste expliquer une chose. Si on autorisait tous les Palestiniens aujourd'hui à revenir dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, mais ma foi, ça correspondrait à une destruction du pays d'Israël. Donc c'est quasiment impossible. Et je crois que même des intellectuels arabes l'ont accepté. Donc je crois que c'est le droit au retour total des Palestiniens. Donc on est conscient qu'il y a un problème, mais je crois que tous les Juifs, tous les Israéliens sont prêts à faire des concessions pour arriver à la paix. Mais quelles concessions les faites-vous vous-même ? Quelles concessions faites-vous, monsieur Zolty ? Moi, je serais prêt. Vous annulez l'État d'Israël comme État des Juifs, comme État binational. On va laisser répondre, monsieur Zolty. Moi, je serais tout à fait prêt à ce qu'il y ait un État palestinien à côté de l'État d'Israël, tout à fait. D'abord, je voudrais qu'il y ait une barrière de sécurité, parce que pour l'instant, il y a de la haine. Donc, je voudrais d'abord un mur partout, monsieur Zolty ? Pas un mur, une barrière de sécurité. C'est-à-dire que vous enfermez les Palestiniens. Contre la haine seulement. Ouais, vous enfermez les Palestiniens dans leur... Je voudrais quand même dire qu'il y a un mur autour de Gaza, et depuis qu'il y a le mur autour de Gaza, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de terroristes en provenance de Gaza. Alors, réponse de monsieur Al-Kak. Pas éternellement. Quand vous renoncez à la haine, on peut faire détruire la barrière. Pas tout le monde en même temps. La réponse de monsieur Al-Kak. Je voudrais vous dire que Israël ne peut pas être trois choses en même temps, juive, démocratique et expansionniste. Il faut qu'elle soit 2 sur 3. Démocratique expansionniste ou juive démocratique et pas expansionniste. Aujourd'hui, il y a un apartheid.
parce que deux peuples sont séparés. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de politiciens israéliens de droite, de l'extrême droite, pensent que le territoire, c'est un territoire qui était libéré. Mais le peuple palestinien a déjà fait des compromis. D'accord pour avoir un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, ça représente 97,5% du territoire. Mais il faut que ce soit un État viable. Vous savez, si on veut la paix, il y a une responsabilité. On ne peut pas être pris en sandwich entre la Jordanie et Israël. On ne peut pas être un autre Porto Rico. Vous avez des travailleurs migrants bon marché qui vont travailler dans un autre pays. Nous voulons un pays qui soit fier de son économie, qui soit fier de son système d'éducation, de santé, de sa démocratie, de sa société civile. Donc, un futur plan de paix ne devrait pas installer des murs, ne devrait pas instaurer la séparation. Nous devons cohabiter, vivre ensemble. Donc, à mon avis, la seule solution, c'est en effet celle que vous avez indiquée. La situation actuelle dans les territoires occupés, eh bien, c'est très difficile d'avoir une solution avec deux États. Il est dommage simplement que ces paroles n'aient pas été prononcées par les responsables palestiniens à Taba en janvier 2001. Voilà, Madame Babekoff et ensuite... Madame Babekoff, ensuite on se tourne vers le public. Madame Babekoff. Oui, juste concernant le fait de devoir se défendre et qu'Israël, effectivement, a des attaques terroristes sans arrêt et ce qui nécessite la création d'un mur pour se protéger. Moi, personnellement, j'ai rien contre le mur. Par contre, j'ai des grands doutes de l'endroit où il est construit. C'est-à-dire qu'Israël doit se protéger, c'est vrai. Maintenant, comment est-ce qu'on explique l'endroit où le mur est construit, le fait qu'il y a des Palestiniens qui sont pris dans une sorte de no man's land, ils n'ont pas le droit d'aller en Israël, mais ils n'ont plus le droit de traverser ce mur pour aller traverser dans le champ. Il y a... C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même qui m'interroge en tant que juive. Tout à fait, mais je crois que les spécialistes de la sécurité savent mieux que vous ce qu'il faut faire en matière de barrières de sécurité. Je pense sincèrement. Voilà. Alors, le mur existant, en tout cas, nul ne peut l'ignorer que M. Kofi Annan a marqué sa désapprobation. En tout cas, on fait un tour du côté des téléspectateurs et on reprend le débat tout de suite. Sophie, c'est à vous. Alors ici, évidemment, beaucoup de réactions, même parfois vives, comme sur le plateau, de la part des téléspectateurs. Alors d'abord, il y a ceux qui sont un peu découragés en disant que de toute façon, on n'arrivera à rien parce que cela concerne des dogmes religieux et que c'est une véritable guerre religieuse. Il y a même une personne qui pense qu'il faudrait que des psychologues et des psychiatres soient impliqués, ainsi ils pourraient aider les gens à guérir leur haine. Et puis, plus généralement, alors, beaucoup de téléspectateurs qui s'interrogent sur la véritable motivation d'Israël à négocier ou à accepter des compromis. Il y a même une personne qui demande si le mur est donc comme un obstacle à la paix et que l'initiative de Genève ne pourrait pas essayer de stopper la construction de ce mur. Et puis il y a aussi des gens qui s'interrogent sur le rôle de l'ONU. Est-ce qu'Israël ne pourrait pas accepter des casques bleus? Ça pourrait simplifier quand même plus les choses. Et enfin, une question peut-être, que pensent les mouvements extrémistes comme le Hamas ou de cette initiative de la paix de Genève? Voilà, alors, merci beaucoup Sophie. Alors quant au Hamas et au djihad islamique, eh bien, je crois l'avoir dit, ils ont manifesté pour dire toute leur désapprobation de cette initiative de Genève, laquelle ne prévoit pas, comme on l'a dit, le droit au retour des réfugiés. Et donc ça, c'est une chose qui est inacceptable. Monsieur Alkak, un mot de plus. Au fond, on voit ce refus des extrémistes qui sont bien implantés en territoire palestinien. Comment pouvez-vous imaginer d'arriver à convaincre cette frange-là qu'il faut faire des concessions pour pouvoir installer une paix, des concessions de quelque ordre que ce soit? C'est un défi, comment y arriver? Le Hamas et le djihad sont des partis politiques actifs, ils ont leurs partisans. Les Palestiniens ont des courants politiques différents, ils sont libres d'exprimer leurs opinions. Mais je dois dire qu'en général, la situation, la réalité sur le terrain fait qu'il est très difficile pour quiconque de croire dans un processus de paix. Parce qu'au quotidien, quand on emmène les enfants à l'école, quand on va chercher du travail, quand on voit que le quartier, que votre maison est détruite, etc. Donc vous comprenez que les gens deviennent très pessimistes.
Et donc ils ont le sentiment qu'ils n'ont vraiment rien à perdre. Il y a beaucoup d'accords qui ont été discutés, dont on a parlé depuis 10 ans. Et sur le terrain, il n'y a pas de véritable amélioration de la situation. Donc, ils se lèvent le matin, ils constatent que l'on a encore enlevé un terrain, que la situation se détériore. Et par conséquent, il faut tout d'abord améliorer la situation. La raison pour laquelle je dis aujourd'hui, il est plus facile d'être extrémiste plutôt que partisan de la paix, parce qu'on a toutes les raisons d'être extrémiste. Donc, pour ce qui est des militants de la paix, eh bien, il faut réfléchir d'abord. Et il faut tout d'abord pouvoir défendre cette approche. Néanmoins, ces personnes, le Hamas, le djihad, ce sont des partis qui ont également une bonne compréhension de la situation, de la réalité, et ils ont dit qu'ils veulent que l'on lève le siège contre notre peuple. Ils veulent également que l'on arrête, qu'Israël arrête sa politique d'assassinat. Et ils ont également montré, ils ont déployé des efforts pour pouvoir participer à ce débat. Cette initiative de Genève, qui pourrait créer un État palestinien dont on a vu un peu la forme, dit aussi que chaque État israélien, mais l'État de Palestine, le futur État de Palestine, serait démilitarisé, mais devrait lutter contre le terrorisme et la violence, ce que vous n'arrivez pas à faire. Comment pouvez-vous prendre un engagement maintenant de remplir cette exigence-là ? Oui, bien sûr, nous avons déjà pris cet engagement auparavant à Oslo. Et en fait, vous savez, on n'a pas de sécurité absolue à 100%, comme il n'y a pas de justice ou de droits absolus, ce qui est très clair dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais toute personne qui veut s'opposer à un projet national pour un peuple palestinien, ils peuvent le faire par des moyens politiques, pas par la violence. S'ils ont la majorité, bien à ce moment-là, ils sont majoritaires dans une assemblée. Donc, c'est vrai, il y a des conséquences. Si jamais on viole un accord futur, à ce moment-là, il peut y avoir des conséquences. Mais il faut que l'on se batte avec des moyens politiques et légaux. Il faut qu'il y ait des pouvoirs exécutifs, législatifs dans un État. Et donc, toute personne qui veut faire taire quelqu'un d'autre ou veut imposer son opinion, eh bien, ça n'est pas acceptable, il faut que ce soit démocratique. D'arriver à faire cesser la violence. Monsieur Arnett. Pour répondre à la question que vous avez posée, comment vous engagez à arrêter le terrorisme? Je pense, en tant que les autorités palestiniennes n'ont pas le pouvoir et la crédibilité pour battre le terrorisme, ne seront pas capables de le faire. Il ne faut pas oublier que l'occupation, depuis 1967 jusqu'à 1993, n'ont pas réussi d'arrêter les attentats suicides. D'accord? Vous êtes d'accord? Et bien, maintenant, la Cisjordanie est complètement occupée. Complètement occupé. Et malgré ça, complètement occupé. Je veux pas discuter la raison. La raison, parce que c'est un projet zioniste que vous voulez gagner plus de terres et créer de fait accompli. Vous faites du terrorisme, l'armée israélienne, ça fait rien pour défendre la population. Je suis désolé. Le colonie, c'est aussi pour des raisons de sécurité. Cela dit, Monsieur Arny, nous arrivons au terme de cette émission. Une question que j'aimerais quand même vous poser à tous. Si vous ne croyez pas en cette initiative de Genève, je viendrai vers vous, madame. En quoi croyez-vous, en qui croyez-vous pour arriver à une paix que vous appelez de vos vœux comme tout le monde? Moi, on a besoin seulement d'une seule condition du peuple d'Israël, le respect. Seulement de nous respecter comme peuple. S'ils ne respectent comme peuple pas de parler de la haine et parler de terrorisme, parce qu'on le trouve toujours comme discussion, on reste dans le même cercle, le respect, quand on est un peuple, on a des droits politiques. À ce moment-là, il n'y a pas de problème de régler le conflit entre nous. Monsieur Zolty. Moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose à une question d'un téléspectateur. Donc, je voudrais dire que les plus grandes autorités religieuses juives autorisent le retrait de territoire de la Cisjordanie, appelez ça territoire occupé si vous voulez, enfin, autorisent le retrait moyennant une paix sûre. Mais il faut que la paix soit une paix sûre et pas une illusion. Monsieur Garay, vous qui êtes favorable à cette initiative de paix, demain, elle sera lancée officiellement. Quand on voit un peu l'atmosphère qui règne, ne serait-ce que sur ce plateau, qu'est-ce qu'il faudrait au-delà du 1er décembre pour que cette initiative de paix ne finisse pas au fond d'un tiroir ou ne soit pas bloquée comme le sont toutes celles précédentes? Mais il faudrait mettre en évidence le fait que la majorité des Israéliens et des Palestiniens, d'après un sondage qui a été fait par l'Institut Baker, qui n'est absolument pas favorable à Israël en général,
la majorité des Palestiniens et des Israéliens sont favorables à cette initiative de paix. C'est déjà un point. Deuxièmement, il faudrait peut-être sortir de ces invectives, de ces visions fallacieuses de l'histoire. Et tout à l'heure, on en a eu parfaitement la preuve. Et se dire que, dans le fond, il y a éventuellement un pas à faire. C'est un pas dans l'inconnu. Mais c'est un pas dans l'inconnu qui est absolument nécessaire et indispensable, parce que si on en reste à ce qu'on a entendu aujourd'hui, eh bien on en restera à une situation désastreuse pour les uns et pour les autres. Madame Zainat Abdel. Oui, tout d'abord, je conteste l'utilisation du mot terrorisme pour désigner la lutte contre l'occupation. C'est une résistance à l'occupation. Non, madame, quand ça frappe des civils, non, madame. Ensuite, monsieur, ensuite, vous dites la majorité du peuple palestinien. Attendez, laissons parler, madame. La majorité du peuple palestinien est contre cette initiative. J'ai ici un communiqué émanant de plusieurs syndicats et formations civiles palestiniennes. Si je vous dis la liste, vous voyez ici, vous pouvez voir la liste de toutes les organisations et représentants de la société civile palestinienne. Ce n'est pas seulement Hamas et Jihad qui sont contre l'initiative, c'est qu'il y a le droit de retour qui est ignoré complètement. Et c'est que c'est Alors qu'est-ce que vous attendez, vous, madame, puisqu'on a bien compris que vous êtes contre cette initiative, qu'est-ce que vous attendez? Et puis, M. Sharon aussi a dit, le 12 avril 2001, il a dit « La guerre d'indépendance de 1948 n'est pas achevée ». Donc, on voit bien ce qu'il vise par là. Cela dit, madame, qu'est-ce que vous attendez, vous? Mais Nasser aussi a dit que le retour des réfugiés palestiniens, c'était la fin de l'État d'Israël. On laisse finir, madame. On laisse madame Abdel. On peut retourner en arrière tant qu'on veut. Cela dit, ça va déplaire à beaucoup de gens, surtout aux Israéliens. Moi, j'ai eu des amis juifs et j'en ai toujours. Et je suis prête et ouverte au dialogue et à la compréhension. Donc, 2 États pour commencer, mais avec le droit de retour des réfugiés ou leur laisser le choix de retourner ou pas, mais ça devrait aboutir à long terme je dis, parce que pour être réaliste, à un État binational. Et pourquoi ne pas entreprendre une initiative dans ce sens? Puisqu'il y a des initiatives qui se complètent et qui s'enchevêtrent et qui compliquent la vie aux uns et aux autres. On va vous répondre, monsieur. Un État binational où les Palestiniens et les Juifs vivraient comme avant 48. Avant 48, madame, voilà, merci, madame. 48, il y avait la paix en Palestine. Voilà, merci, madame. L'arrivée du sionisme, avant tous les ponts qui ont amené, les ponts aériens qui ont amené les Juifs de partout. On vous a compris, madame. Monsieur Lévi Masloum va vous répondre. Alors, écoutez, moi, je vais vous répondre. La paix est une chose trop sérieuse pour la laisser à des amateurs. Donc, il faut laisser le gouvernement israélien et l'autonomie palestinienne discuter la route de Genève. Mais que fait le gouvernement israélien maintenant dans une voie de la paix? Mais c'est très simple. Le Premier ministre Sharon a dit qu'il était prêt à faire de douloureux compromis. Il est prêt à abandonner une partie de la Judée-Samarie pour un État palestinien. Que voulez-vous de plus? Alors, monsieur Al-Kwak, cela suffirait-il? Vous savez, si le gouvernement israélien parlait à l'autorité palestinienne, eh bien, il n'y aurait probablement pas d'initiative de Genève. Mais une des raisons qui explique l'initiative de Genève, c'est que le gouvernement israélien n'écoute pas, il ne parle que de sécurité, de sécurité. Tout le monde a besoin de sécurité. Donc, il y a maintenant ces personnes qui proposent une solution pour l'avenir. Eh bien, ça, si vous voulez, ça permet d'avoir un contour. Il faut peut-être affiner cette initiative. Mais pour ce qui est de la position des dirigeants palestiniens, eh bien, écoutez, nous voulons une solution à un État démocratique. Mais vous pouvez comprendre l'exigence, la demande de sécurité formulée par le gouvernement israélien. On ne peut pas parler de sécurité quand on ne parle pas de processus de paix. L'autorité palestinienne et le peuple palestinien. Le mot de la fin, puisque malheureusement nous arrivons à la fin de cette émission. L'heure a passé très vite. Il y aura d'autres débats certainement sur cette question. Monsieur Allan, même question que je posais avant. Demain, c'est le lancement officiel de cette initiative de Genève dont on redit qu'elle a été travaillée, négociée par des civils. Que faudrait-il, à votre sens, pour que l'on puisse dépasser ces blocages que l'on a sentis aujourd'hui? Et demain, ce n'est pas le lancement officiel, excusez-moi de vous contredire, c'est en quelque sorte une cérémonie
avec les sociétés civiles. Vous avez évoqué les noms de Jimmy Carter et d'autres personnalités politiques. Et du côté aussi bien palestinien qu'israélien, j'aimerais dire, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des anciens ministres des